Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte et on pourra commencer. Je pense qu'on peut commencer. On est déjà pas mal, puis les autres rattraperont. En tout cas, merci d'être là pour ce webinaire qu'on fait tous les ans à l'occasion de la sortie de notre étude, le baromètre de l'innovation alimentaire mondiale, qui analyse en fait toute l'évolution des tendances alimentaires dans le monde. Donc, ce webinaire, il va durer à peu près 40 minutes où nos intervenants vont s'exprimer et ensuite, on aura un temps de questions et réponses pour tous ceux qui ont le temps de rester à la fin. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois intervenants de qualité. On a Audrey Ashworth, qui est la directrice de Cial Paris, dont Protein XTC est le partenaire innovation. On a également Xavier Terlet, qui est notre senior advisor et expert innovation chez Protein XTC. Et enfin, nous sommes avec Grégory Dubourg, CEO de Nutrikeo et depuis peu Protein XTC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations sur Protein XTC. Donc, nous sommes un cabinet de conseil expert du secteur agroalimentaire. On travaille avec tout type d'acteurs, que ce soit les startups, les TPE, les PME, les distributeurs, les restaurateurs, les groupes agro-industriels, les syndicats interprofessions. Et on travaille autour de 4 pôles d'expertise, comme ceux que vous voyez, donc l'innovation, le conseil scientifique, la communication et les relations presse, et enfin la prévention et gestion de crise. Et également, je ne sais pas si vous avez tous vu cette grande actualité qui date de ce début d'année où Protein XTC et Nutrikeo se sont unis pour devenir ensemble leader indépendant du conseil en stratégie, alimentation et nutrition santé. Donc, je ne sais pas si bonjour à toutes et à tous. Un mot rapide, effectivement, pour parler de ce rapprochement qui est très, très structurant pour nos deux agences qui se sont rassemblées et pour l'écosystème Food, Nutrition, Santé, puisque c'est désormais une équipe de 55 consultants qui œuvrent au service des 6 secteurs d'activité qui composent toute la filière alimentation, nutrition que vous voyez là et avec un panel d'expertise complémentaire au service de nos industries. Voilà, donc on peut entrer dans le vif du sujet. Audrey, on te laisse commencer ce webinaire. Merci Anne-Claire. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à exprimer à quel point je suis ravie en tant que directrice de Ciel d'être partenaire de Protein XTC et Nutrikeo et d'être invitée cette année encore en tant que grand témoin pour la sortie du baromètre de l'innovation alimentaire mondiale 2025. Donc pour rappel, Cial Paris, c'est le plus gros salon de l'agroalimentaire dans le monde. Il s'agissait d'une année exceptionnelle pour nous, puisque nous avons célébré les 60 ans du salon. Alors, sans détailler tous les chiffres que vous voyez à l'écran, juste souligner que c'était une édition record avec 7500 exposants, 285 000 professionnels venus sur les 5 jours, 127 pays, 194 même si je compte les visiteurs. Simplement souligner que le Ciel s'articule autour de 4 piliers qui s'affichent à l'écran et que nous cherchons à vous offrir, à vous apporter un champ des possibles inégalé pour rencontrer votre business, promouvoir la contribution de chacun aux défis mondiaux de la filière, devenir un acteur engagé et rentable dans la transition alimentaire, faire ensemble l'expérience du goût et du partage et bien sûr guider la prise de hauteur et donner les clés pour faire des choix stratégiques. Naturellement, l'innovation est partie intégrante de ce dernier pilier
et de l'ADN de Cial Paris, comme sur les 11 autres salons du réseau Cial. C'est pour cela que nous conduisons la grande étude Cial Insight avec justement Protein XTC, Kantar et Circana, qui analyse les tendances dans toutes leurs dimensions de la consommation et bien sûr de l'innovation produit. D'être en mesure de vous apporter cet éclairage est essentiel et nous nous appuyons naturellement sur ce baromètre depuis sa création. En 2024, nous avons vu, déjà en 2022, nous voyons qu'un quart des innovations présentées à Cial Paris étaient végétales. En 2024, nous avons vu la dimension plaisir, à quel point la dimension plaisir était présente, avec même le retour d'aliments doudous, réconfortants. Nous avons vu émerger quantité de produits ultra-protéinés, ainsi que des goûts puissants comme le gingembre ou le piment. Je suis donc impatiente de découvrir si ces tendances soulignées pendant Cial Paris se confirment. Et donc, je vais laisser la parole à Xavier pour nous en dire davantage. Merci Audrey. Oui, donc déjà quelques mots sur la méthodologie, un petit peu de l'étude. Oui, donc c'est une étude on analyse avec les analystes de Protein XTC l'ensemble des nouveaux produits innovants lancés dans le monde l'année précédente, hein, donc là en l'occurrence sur l'année 2024. On poursuit l'évolution de l'innovation et de comprendre un petit peu l'évolution de ces tendances et décrypter surtout les nouveaux leviers d'innovation, ce que dans le jargon, le levier est un moyen d'expression de ces tendances. Et tout ça pourquoi? Pour aider nos clients dans leur stratégie d'innovation et leur plan d'innovation. Alors, un mot très rapidement sur un des éléments de qualification et de critérisation des tendances dans la base de données New Food Data, puisque c'est notre source d'information unique pour réaliser cette étude. Nous segmentons, c'est un outil qui existe depuis une trentaine d'années, hein, l'arbre des tendances protéines XTC. Imaginons que le consommateur soit le tronc de cet arbre. S'il avait des racines, ça serait ses traditions, ses habitudes. Eh bien, le consommateur, il a des grandes revendications par rapport à l'alimentaire. En priorité, on va le voir, le plaisir et bien sûr des garanties de ce plaisir en termes de santé, de forme, de praticité ou d'éthique. Les petits ronds au-dessus, c'est ce qu'on appelle, nous, des tendances. Et les petites feuilles, ça va, ça vient. Cet arbre des tendances, il n'a jamais bougé depuis une trentaine d'années. Ce qui change, effectivement, ce sont les feuilles. Les feuilles, c'est nouveaux leviers d'innovation. Comment s'exprime la sophistication, comment s'exprime la santé, comment s'exprime la praticité. Ça évolue selon les continents, selon les endroits du monde et selon les catégories. C'est ce que nous analysons dans cette étude. Avec différents corpus, on analyse évidemment l'évolution des tendances dans le monde, par continent, par pays et bien sûr par catégorie. Et puis, une analyse un petit peu plus fine, comme je le disais tout à l'heure, ces nouveaux leviers d'innovation que nous repérons, qui sont autant de benchmark et d'idées d'inspiration pour nos clients pour innover. Quels sont les nouveaux leviers d'innovation que nos analystes ont repérés dans le monde? Alors, clairement, cette année, pour cette étude 2025, effectivement, il y a un changement, il se passe quelque chose au niveau de l'innovation. On est sur une innovation, oui, plus joyeuse et plus fonctionnelle. Plus joyeuse parce que le plaisir, évidemment, et en alimentaire, c'est la règle numéro 1. On mange, au-delà de l'aspect vital de se nourrir, évidemment, on mange pour le plaisir. Et c'est pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, peut-être la seule source de plaisir, parfois, que l'on peut avoir dans la journée, de multi-quotidien, un plaisir multi-quotidien. Donc, c'est une dimension très importante et de plus en plus importante pour l'alimentaire, et là, on voit bien que 63,7% de l'innovation des nouveaux produits alimentaires lancés en France en 2024 avait pour première promesse une promesse liée au plaisir. Et dans le monde, 55,6%, donc une surpondération
génération en France, c'est habituel. La France, c'est le plaisir de l'alimentation, le plaisir de la gastronomie. Et c'est une évolution, hein, puisque sur 2023, les chiffres étaient de 60,8% pour la France et de 52,1% pour le monde. Donc là, oui, toujours plus d'innovation plaisir en France et dans le monde. Tu le disais tout à l'heure, Audrey, en innovation doudou, on l'avait vu au Cial, le plaisir était la grande dynamique, le retour du plaisir constaté sur le Cial. Ça se confirme évidemment à travers cette étude. Alors, quand je dis un plaisir plus léger, plus joyeux, plus fun, oui, voilà, on a sans doute, on sortait de crises qui ont un peu plombé l'atmosphère, hein, de la crise du Covid, la guerre en Ukraine, le conflit en Ukraine, et bien sûr le choc inflationniste qu'on a connu à la suite, hein, donc on a besoin de se faire plaisir. Je le disais tout à l'heure, l'alimentation est parfois, oui, seul vecteur de petits plaisirs qu'on peut avoir au cours de la journée. Donc bah, voilà, ça se traduit aussi par une alimentation, des produits un peu plus sympas, avec de la couleur, avec des formes nouvelles, avec des clins d'œil, voilà, des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir ces dernières années. Et également, tu le disais tout à l'heure, Audrey, effectivement, on avait vu l'explosion du piment sur Social, et ben ça se confirme. Ça se confirme puisque, mais c'est une recherche de sensation, sans doute d'une réponse à la recherche de sensation du consommateur qui veut du goût, qui veut de la puissance de goût. Le mot intense est un mot qui revient très régulièrement aujourd'hui sur les packs des produits. Le piment explose. Aujourd'hui, on voit même en dehors de ça, on voit des émissions de télévision sur le piment, des jeux autour du piment, des piments exotiques, des piments de plus en plus forts, effectivement sur les sels de Scoville, etc. Donc de la sensation avec le piment n'est pas le seul ingrédient fort et puissant qu'on peut avoir. On a aussi le gingembre, on a aussi la truffe, alors historiquement, mais qui se maintient toujours. Voilà, c'est souvent même des goûts qui peuvent être un peu segmentants, j'aime ou je n'aime pas, mais on est à la recherche de ces sensations, et également des sensations en termes de texture. Le bubble, on l'a depuis quelques années, mais voilà, de la texture, de l'effiloché, des choses qui apportent une sensation. Mais également, et ça c'est évidemment un effet de la crise inflationniste que l'on a connue, où ce plaisir doit devenir plus accessible. La valeur ajoutée d'une manière générale apportée au produit doit être un peu plus accessible. Et on le voit aujourd'hui avec une arrivée de produits, qui jouent cette accessibilité. On le voit avec des produits comme Bonplan, Achat Malin, etc. Fleury Michon qui cartonne avec sa gamme lancée l'année dernière de plats simples, de plats cuisinés simples, comme le jambon puré. Il y a toute une gamme qui accompagne ça, ou même les 300 laitiers bio qui apportaient, c'est intéressant, une coopérative française qui apporte des produits à valeur ajoutée, parce que là on est bio, mais qui on mérite d'être accessible. Là aussi on le voit avec le bio, on y reviendra, mais qui a connu quelques difficultés ces dernières années. Mais le bio accessible redémarre. On voit par exemple Biocoop avec ses prix accessibles, 250 prix accessibles qui cartonnent. Quand la valeur ajoutée est accessible, eh ben ça séduit le consommateur. En tout cas, on voit ce type de produit arriver de plus en plus sur le marché français. Alors oui, à l'inverse, c'est un plaisir plus joyeux, un plaisir plus accessible, et donc moins également de leviers autour de la sophistication, de la tradition, de la gastronomie, de la premiumisation. Voilà, c'est effectivement des valeurs ajoutées qui s'accompagnaient souvent de prix beaucoup plus élevés. Donc là, aujourd'hui, naturellement, on est sur des promesses de plaisir plus accessibles. Alors, côté santé, là aussi, il se passe des choses côté santé. Aujourd'hui, on assiste à une nette baisse des bénéfices sécuritaires. On a été ces dernières années, les mots-clés de l'innovation étaient la sécurité, la naturalité, la sécurité alimentaire. Ça l'est toujours, mais en tout cas, ça s'affiche beaucoup moins sur les produits. Voilà, en une dizaine d'années d'évolution, alors c'est sur les chiffres France, de l'innovation avec première promesse de naturalité. Hein, donc
Donc, on part de 2015 jusqu'en 2024, hein, pas 2025, il y a une petite erreur, donc de 2015 à 2024, et on voit que le pic a été atteint en 2019-2020, en 2019, même à l'époque. Donc là, c'est l'ensemble des produits naturalité, dont le bio, hein, mais le bio peut avoir aussi des promesses d'écologie, mais voilà, on est sur les promesses naturalité. Il faut se rappeler qu'en 2020, 2019 et 2020, un nouveau produit sur 3 lancé sur le marché français était bio. Donc on a eu beaucoup de produits bio, beaucoup de produits qui jouaient la naturalité, et peut-être un peu trop d'ailleurs, des produits pas forcément différenciants. Et puis est arrivé les crises multiples qu'on a connues, notamment inflationnistes, qui a découragé nombre d'opérateurs à aller sur ce marché difficile, puisque les consommateurs, les promesses, les valeurs ajoutées de naturalité étaient peut-être trop chères pour nombre de consommateurs. Le végétal derrière, il a progressé rapidement en 2017-2018. L'offre végétale, des produits sont arrivés sur le marché, des nouveaux produits véritablement, des produits substituts sont arrivés. Ça a atteint 6-7% de l'innovation en France de l'année, mais ça stagne. Ça reste là, ça reste autour de 6-7%. On verra, aujourd'hui, il y a le végétal se transforme quelque peu. On a eu beaucoup ces dernières années de substituts carnés, de fausses viandes, hein, c'était surtout sur les substituts carnés, beaucoup de startups qui sont intervenus sur ces marchés-là avec une offre qui était plus ou moins similaire les unes aux autres. Certaines startups ont disparu, d'autres existent encore. Ici, Arienco, alors... Arienco, on peut s'en souvenir, puisque c'était une découverte du Cial en 2016, puisqu'il a obtenu l'innovation or, le Cial Innovation Or en 2016. Maintenant, c'est une entreprise qui se porte très bien, une quarantaine de collaborateurs, et qui est présent sur l'ensemble du marché national avec des produits intéressants. Et on voit que les grandes marques Doux, Aoste, etc., investissent ce marché et apportent leur caution de marque sur ce marché. Ce que on assiste également à une moindre transformation. Ce marché souffrait de son image d'ultra transformation, et même aujourd'hui les startups, etc., commencent à communiquer sur la naturalité de leurs produits et de peu d'ingrédients de leurs produits. Côté hors produits carnés, côté fromage et poisson, l'offre devient un peu plus élaborée, on doit le dire. Elle était marginale jusqu'à présent, avec des produits qui, on va le dire quand même, organoleptiquement, n'étaient pas forcément très réussis. C'était pas bon d'une manière générale. Et là, aujourd'hui, on l'avait vu sur le Cial l'année dernière, des produits comme Salmon ici, des produits qui ont des substituts de thon, des substituts de saumon qui sont au niveau organoleptique sont meilleurs, hein, clairement. Et puis en fromage également, des produits plus réussis, des produits d'usage plus quotidien. Et donc le marché commence à se structurer sur ces catégories-là. Ce qu'on voit également se développer, et c'est intéressant, et c'est normal parce que légitime, c'est ce qu'on appelle le naturellement végétal. Je suis végétal, ou des marques que l'on connaît, comme Pierre Martinet, par exemple, de manière un peu opportuniste peut-être, sur une salade, mais végétale en gros, effectivement. Mais ceux qui végétalisent leur alimentation vont aussi et plus naturellement vers ce type de produit. La marque Dossi aussi, qui investit véritablement les légumineuses. On végétalise son alimentation, on a besoin de protéines. Les légumineuses sont riches en protéines. Et là, on voit beaucoup de développement de ce type-là. Et puis également le végétal qui, naturellement, encore une fois, investit des moments de consommation différents, comme l'apéritif, comme le snacking, etc. Et là, il y a des besoins, il y a des manques, hein. Aujourd'hui, il suffit de regarder le nombre de sandwichs végétaux dans un magasin, il n'y en a pas beaucoup. Il y a, à mon avis, encore du potentiel pour ces catégories-là. Ceux qui végétalisent leur alimentation, eh bien, ils recherchent ce type de produit pour tous les moments de consommation.
Et puis surtout, le faire soi-même végétal, c'est là où il y a du potentiel. Et on voit que peut-être les volumes les plus importants sont sur ce type de produit parce que les véganes, végétariens, bon, ils sont pas très nombreux, ceux-là, ils sont autour de 3% hein, dans leur ensemble. Mais les flexitariens, eux, ceux qui végétalisent leur alimentation, sont beaucoup plus nombreux. Selon les instituts, ça aussi entre 30 et 50% de la population. Donc c'est là où est le marché, très clairement. Eh bien, ces gens-là cuisinent davantage eux-mêmes que le reste de la population. Donc, ils ont des besoins aussi, hein, ils ont besoin de faire vite eux aussi, donc ils ont besoin d'aide. Et on voit que ben voilà, des produits comme des émincés ou des lardons côté carnet ou côté fromage, par exemple, le râpé ou les cubes, par exemple, et puis ce qui peut permettre de faire une salade de la mer avec des substituts de produits de la mer, des crevettes et autres choses comme ça, se développe justement pour aider ceux qui végétalisent leur alimentation à faire la cuisine. Et puis ce que l'on constate surtout, et c'est un virage hein, très clairement cette année, c'est la progression des bénéfices fonctionnels. Alors des bénéfices fonctionnels plutôt pas forcément au niveau, c'est pas le retour des alicaments, hein, vous savez ce mot horrible qui aliment médicaments. Non, c'est plutôt des promesses liées à l'énergie, liées au bien-être, et des promesses qui s'adressent à chacun. Hein. C'est pas des promesses sécuritaires qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est une alimentation ciblée, des promesses ciblées. On s'adresse soit aux enfants, soit aux femmes, soit aux jeunes femmes, soit aux hommes, soit aux ados, aux seniors troisième âge, quatrième âge, voire pourquoi pas cinquième âge, etc. C'est une alimentation véritablement individuelle, individualisée, avec des promesses spécifiques. La première que l'on voit et qu'on avait déjà constaté, on en a déjà parlé ici, c'est l'immunité, la protection. Alors c'est une promesse notamment qui a explosé après le Covid. On avait fait, nous, un petit comptage 1 an dans le monde après Covid et un avant Covid et 1 an après Covid. L'offre à promesse protection-immunité avait été multipliée par 8. Hein, donc, et ça continue. On le voit aujourd'hui, cette promesse sur une multitude de produits et même des produits majeurs comme le Actimel, par exemple, qui maintenant communique clairement sur les défenses immunitaires de son produit, triple action, un petit peu comme la lessive. Autre promesse, évidemment, et ça, on avait vu ça arriver des pays anglo-saxons et des États-Unis notamment, mais aujourd'hui, ça investit complètement le marché français, la teneur en protéines. Là aussi, peut-être lié à la végétalisation de l'alimentation ou la recherche de protéines du consommateur, mais pas seulement. Mais ça touche tous les marchés. On voit même des marques distributeurs première pâte riche en protéines, de Carrefour par exemple, et bien sûr tous les grands. L'univers laitier, voire les légumineuses, etc., qui jouent sur l'apport en protéines. Le sport devient un environnement privilégié par l'alimentation. Aujourd'hui, on a des offres. On se souvient en 2023 de l'offre d'Andros, une gamme qui aujourd'hui se retrouve dans nombre de magasins. Ben là, aujourd'hui, ça suit beaucoup de produits qui communiquent sur l'énergie liée aux sportifs, même les produits carnés, on le voit ici avec la gamme de Charal, ou les marques distributeurs qui investissent ce créneau-là. Aujourd'hui, le sport, les besoins du sportif, de multiples façons, multiples besoins, investissent les rayons des GMS et pas seulement les produits, les magasins spécialisés de sport. Toujours le sport et l'hydratation du sportif, notamment avec les électrolytes. Alors, les électrolytes, hein, c'est sels minéraux qui permettent d'améliorer la fonction musculaire et équilibrent l'hydratation du corps. Donc, ils se retrouvent dans des boissons, type soft drink, ou des boissons spécifiques pour sportifs qui se multiplient sur le marché français. L'antistress également, une fonction qui revient, on l'avait connu il y a quelques années, mais qui revient en force avec un besoin, on a vu d'énergie, mais besoin aussi de déstresser avec de multiples ingrédients. Encore une fois, à chaque fois, les ingrédients qui justifient ces promesses-là jouent aussi également sur la naturalité et souvent le côté végétal de l'ingrédient. Promesse également autour de la concentration, de la mémoire et de la performance mentale. Avec des ingrédients, je le disais, des ingrédients naturels essentiellement. Alors les champignons adaptogènes, hein, la moringa,
moringa qui est un ingrédient, notamment on voit ici le Boost It qui était un produit qui a obtenu le prix SIA l'innovation de la catégorie boisson l'année dernière, donc en 2024. Le moringa est une plante qu'on appelle l'arbre aux mille bienfaits, qui serait le végétal le plus fonctionnel qui soit, paraît-il. En tout cas, qui est un ingrédient qui auparavant était utilisé en tisane et autres, en poudre, et aujourd'hui qui intègre des produits de grande consommation du quotidien, comme ici une boisson. Également, le collagène est un ingrédient qui explose pour de multiples promesses, des promesses liées à l'articulation des seniors par exemple, mais aussi beauté, etc. pour les femmes et pour multiples promesses. Un ingrédient que l'on connaît depuis longtemps en Asie notamment et qui commence à se développer véritablement sur les marchés européens. Voilà, je parlais de différents besoins selon les circonstances, à l'individu, le moment de consommation, selon son âge, selon son sexe. On le voit ici, aussi bien les enfants, on voit des produits, ici une boisson pour les règles douloureuses, un produit qu'on n'aurait jamais vu il y a 5 ou 10 ans, des produits pour les seniors, comme l'offre de Saint-Mamet ici, des produits pour les moments de la ménopause, des produits détox, etc. À chaque fois, sur des besoins spécifiques de l'individu en particulier. Voilà, donc on voit bien avec ces promesses, Grégory, tu vas commenter peut-être ça, la frontière entre l'alimentation et la nutraceutique devient de plus en plus ténue. Tout à fait. Merci pour cette très bonne transition. Et en effet, quand on s'intéresse à l'alimentation fonctionnelle qui explose, on s'intéresse à adresser des problématiques de santé, de bien-être, de prévention pour le consommateur. Et donc, le consommateur, il a le choix entre prendre des produits alimentaires ou des compléments alimentaires, des produits nutraceutiques pour adresser ces besoins-là. Donc, pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle de nutraceutique, et c'est des chiffres qu'on ne connaît pas forcément quand on est plutôt dans le marché de l'alimentation, faut regarder la dynamique de ce marché des compléments alimentaires. C'est un marché qui est en pleine expansion partout dans le monde, et en particulier en France, qui pèse aujourd'hui quasiment 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2024, en croissance de quasiment 6%. Donc, pour donner des ordres de grandeur, et là aussi faire le parallèle avec le marché alimentaire, 2,9 milliards, c'est à peu près le marché du biscuit sucré en GMS. Donc, c'est juste une façon d'illustrer à quel point le marché des compléments alimentaires est désormais un marché devenu mature. Il est en pleine croissance depuis 20 ans. Et aujourd'hui, c'est un marché qui pèse, qui a une réalité de consommation, puisque c'est 2 tiers des Français qui consomment des compléments alimentaires ou qui en ont consommé ces 24 derniers mois. Donc, on est sur des taux de pénétration qui commencent à devenir mainstream. Et c'est la raison pour laquelle ce marché est aujourd'hui en croissance, parce qu'il répond à cette attente d'avoir des promesses santé dans des produits alimentaires sous quelque forme que ce soit. Donc la particularité en revanche de ce marché, contrairement à l'alimentaire, c'est qu'il est encore plus éclaté en termes de circuits de distribution. Vous avez une répartition des différents circuits de distribution des compléments aujourd'hui en France. Donc c'est dominé évidemment, c'est assez légitime, à plus de la moitié par la pharmacie. Le circuit officinal reste le circuit de prédilection des compléments alimentaires parce que c'est la caution santé évidemment sur cette thématique et aussi la diversité des 20 000 points de vente officinaux qui permet cette force de frappe. Mais après, on retrouve une grande variété d'autres circuits de distribution sur lesquels l'aliment est peut-être un peu moins présent. Donc, on va retrouver la parapharmacie, qui est on va dire une pharmacie un peu plus tournée vers les produits de self-care, mais qui ne vendent pas de médicaments. On va retrouver les magasins bio et les GMS, et eux aussi vendent des compléments alimentaires en plus de leur rayon alimentaire, mais ce sont des circuits qui sont plutôt en décroissance pour tout un tas de raisons. On a le e-commerce évidemment qui explose et probablement que la part du e-commerce dans les ventes de compléments alimentaires est plus importante que dans les aliments, puisqu'il y a une grande diversité d'offres qui est disponible pour les consommateurs, à la fois sur des sites de marques qui vendent leurs propres produits, mais aussi des e-retailers qui se développent énormément. Amazon en premier, Amazon est un énorme vendeur de compléments alimentaires. Et après, on a tout un tas d'autres circuits annexes
qui sont très spécifiques à cet univers de la nutraceutique, comme la vente directe à domicile ou des circuits spécialisés qui ne vendent que des compléments avec du conseil nutritionnel. Donc, on est vraiment sur une tendance à l'omnicanalité des marques et aujourd'hui, les marques de compléments alimentaires sont présentes sur tous ces canaux de distribution et ça multiplie du coup les points de contact entre le consommateur et cette besoin de consommer des produits avec une valeur ajoutée nutrition santé. Pour corroborer les tendances de promesses qu'on a évoquées précédemment au niveau de l'alimentation, là, vous avez un hit parade des principaux segments du marché en France et en pharmacie, enfin pharmacie plus quelques circuits annexes comme la parapharmacie et les e-retailers spécialisés, mais ça donne du coup une bonne vision quand même de quelles sont les grandes catégories de produits qui performent aujourd'hui dans les compléments alimentaires. On retrouve 3 segments en tête de liste. L'énergie au sens très large, donc c'est les produits de vitalité pour rester en forme et d'immunité. Donc ça rejoint la tendance protection-immunité qu'on a évoquée précédemment. Ensuite, on a une catégorie que j'appelle globalement la santé mentale, donc humeur, stress et sommeil. Ça rejoint également une tendance qu'on observe côté alimentaire. Donc là, c'est sociétal, hein. Il y a une vraie attente pour adresser ces problématiques de santé mentale de façon naturelle et éviter d'avoir recours à certains médicaments. Et ensuite, on a la digestion qui arrive en 3e position. La digestion qui est notamment boostée par toute cette grande famille des biotiques, probiotiques, prébiotiques, postbiotiques. Donc ça, c'est également un secteur qui est en plein boom. Et ensuite, bon, on a tout un tas d'autres segments, plus ou moins santé, beauté ou de bien-être généraux. Si on focus ensuite sur les 4 grandes tendances qui structurent aujourd'hui les innovations dans le marché des compléments alimentaires, c'est assez intéressant parce qu'on voit aussi qu'il y a des convergences, encore une fois, avec le marché de l'alimentation. Donc là aussi, c'est pas un hasard. On va retrouver comme première tendance phare la santé de la femme au sens très large. Donc vraiment accompagner le bien-être de la femme et faire de la prévention à tous les cycles de vie, donc de la puberté à la ménopause. Donc là, véritablement, il y a un véritable engouement autour de cette thématique qu'on appelle aussi la Femtech. Et probablement que c'est cette thématique qui infuse également du côté de l'alimentation avec des innovations qui ciblent le syndrome prémenstruel, les thématiques autour de la ménopause, de la fertilité, etc. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est la nutri-cosmétique qu'on a également abordé, donc qui est un marché qui est en latence depuis pas mal d'années, qui nous vient essentiellement d'Asie, le Japon en tête, et des États-Unis, qui a eu du mal à devenir mature. Et là, aujourd'hui, il est en train de devenir véritablement mature, parfois avec une approche qu'on appelle le in and out, quand on combine un complément alimentaire avec un produit cosmétique. Mais en tout cas, il y a une véritable prise de conscience de l'importance de la nutrition pour prendre soin de sa peau et de son aspect extérieur. Le 3e grand bloc d'innovation et de tendance, c'est le bien vieillir, le healthy aging en bon français. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner le vieillissement. On sait que les seniors sont des gros consommateurs de compléments alimentaires, ils s'y intéressent. C'est aussi lorsqu'on vieillit qu'on a certaines problématiques qui émergent. On a parlé des articulations tout à l'heure, on peut parler des problèmes de mémoire. Voilà, donc il y a un certain nombre de problématiques qui sont spécifiques au vieillissement et la nutraceutique est capable d'accompagner ce bien vieillir de façon plus naturelle. Et enfin, le dernier bloc d'innovation qui est la santé mentale. Donc là aussi, ça rejoint certaines innovations alimentaires, grosse attente sociétale liée à l'accélération de la vie au sens large dans les sociétés modernes et urbaines, les problématiques de stress, de burn-out, d'un climat qui est véritablement anxiogène pour les consommateurs depuis plusieurs années avec la succession de différentes crises sanitaires, géopolitiques ou économiques. Donc tout ça, ça fait un appel d'air pour des produits qui vont permettre d'entourer et de prendre en charge sa santé mentale. Et c'est un peu le même sujet que sur la santé de la femme, c'est que ce sont des sujets qui, d'un point de vue sociétaux, sont beaucoup moins tabous. On en parle plus et du coup, ça met aussi le projecteur sur ce type de produit. Alors, ce qu'on observe, c'est une bipolarisation du marché de la nutraceutique qui s'accélère vers toujours plus de lifestyle. Et c'est là où, du coup, ça accélère également la convergence vers l'alimentation, vous allez le voir.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par une accélération de la convergence vers le lifestyle? Il y a cette idée que le marché des compléments alimentaires est né il y a quelques décennies maintenant sur un positionnement, on va dire, assez central de produits bien-être. Donc, un positionnement finalement assez mou de produits qui peut accompagner le bien-être au sens large. Et au fil des années, au fil de la maturation de ce marché, mais aussi sous l'arrivée de nouveaux acteurs avec certaines typologies, soit plus pharmaceutiques, soit plus alimentaires, aussi le poids de la réglementation, tout ça a progressivement accéléré une dichotomie avec d'un côté des marques qui vont être plutôt positionnées sur la santé, sur le médical, sur des promesses plus techniques, et de l'autre côté, et ça s'est accéléré ces 5 dernières années, des marques qui vont avoir plutôt un positionnement lifestyle et qui, pour certaines, d'un point de vue du positionnement, vont plutôt se rapprocher de marques d'alimentation fonctionnelle. Et en fait, cette bipolarisation, finalement, on l'observe déjà depuis de nombreuses années sur d'autres marchés qui, eux, sont plus matures, comme le médicament, qui a déjà ce double mode de fonctionnement avec d'un côté le médicament remboursé et de l'autre côté le médicament en vente libre qu'on prend juste lorsqu'on a un rhume. Le skincare fonctionne également sur ce principe-là et on peut également faire le parallèle avec l'aliment qui est tantôt aliment courant, traditionnel qu'on mange au quotidien pour se faire plaisir et tantôt fonctionnel avec beaucoup plus de technicité à l'intérieur. Donc, pour aller toujours plus loin dans ce côté lifestyle, qu'est-ce qu'ont fait les marques de compléments alimentaires pour s'insérer au mieux dans le quotidien de tous les consommateurs et recruter des nouvelles cibles de consommateurs qui veulent des produits moins médicaux et des produits plus jeunes, plus frais, dont on est plus fier de les avoir à la maison. On parle souvent du passage de la salle de bain à la cuisine. Donc, c'est le passage d'un positionnement plus santé médicale à un passage plus quotidien et plus alimentaire. Et du coup, on observe ce mouvement qu'on appelle la foodification, c'est-à-dire que les galéniques vont prendre des formes de plus en plus alimentaires dans le monde des compléments. Donc là, vous avez un échantillon non exhaustif de formes alimentaires dans les compléments qu'on observe aujourd'hui, donc avec le fameux boom des gummies qui ont explosé ces dernières années. Donc c'est une tendance qui nous vient des États-Unis et là, vous avez un exemple d'une marque Mium Lab qui a pas mal démocratisé ce concept. On a des concepts de paille avec des vitamines et minéraux incorporés à l'intérieur pour les enfants. On a des chocolats fonctionnels, on a des chewing-gums fonctionnels. Donc, vous voyez, il y a certains de ces produits qu'on aurait pu mettre dans la précédente partie parce qu'ils sont vraiment à la frontière avec l'aliment. D'ailleurs, pour certains, ils ont un statut réglementaire aliment. On a les boissons qui sont très prisées dans l'univers stress et sommeil, les barres immunité avec des combinaisons de biotiques, des capsules à mettre dans des machines Nespresso ou des bouchons qu'on va visser sur une boisson, sur une eau, pour reconstituer une boisson fonctionnelle avec un mix d'actifs à l'intérieur. Et donc, pour aller toujours plus loin dans cette tendance de la foodification, là aussi, il y a de plus en plus d'innovations qui sortent pour aller toujours plus loin dans le côté lifestyle. On a le boom de la galénique liquide qui s'est pas mal développé. Donc là, j'ai un exemple en plus qui recoupe la tendance sur l'hydratation et les électrolytes qu'on a évoqué précédemment. Ce sont des concepts tels que Hydratis qui cartonnent en pharmacie, des comprimés effervescents aux électrolytes qui vous incitent à boire du coup et à vous hydrater. Donc là, on est exactement sur une tendance qui est à la frontière entre la boisson et le complément. On a des galéniques sous forme de shot pour, par exemple, proposer du collagène qu'on évoquait. On a les sprays buccaux qui se sont développés. Ensuite, dans les gummies, au sein même de cette galénique, on a des innovations qui sortent, des gummies avec des fruits lyophilisés, des rubans fruités qui vont permettre de rendre la galénique un peu plus ludique, des gummies avec un cœur coulant pour créer une expérience un peu plus intéressante, des alternatives aux gummies telles que ces petites billes de chocolat de la marque Nona qu'on voit en pharmacie. Et on a aussi la galénique poudre, qui est parce que c'est le grand retour de la galénique poudre, qui se prête tant à des applications nutri-cosmétiques que tout un tas d'autres promesses. Et là aussi, la frontière est très poreuse avec le monde alimentaire, puisqu'on a cette tendance des green blends et des superfoods qui nous vient du UK.
Et pour terminer sur cette idée de sensorialiser la nutraceutique et d'aller toujours plus loin, là on observe non seulement un travail sur le goût, mais on observe un travail de façon globale des marques sur les 5 sens. Et là c'est intéressant parce qu'on rejoint complètement l'univers alimentaire. L'idée c'est de créer une expérience consommateur multisensorielle autour de la consommation de ce complément alimentaire, qui avant était complètement dénué de sens, puisque du sens au sens sensoriel, puisque prendre une gélule, c'était vraiment un acte purement technique qui était juste d'ingérer des principes actifs à une certaine dose. Aujourd'hui, les marques vont chercher à créer une expérience à travers l'odeur. Donc, on va chercher à aromatiser les gélules, le packaging, à travers l'aspect visuel. Donc, le marché devient de plus en plus esthétique. Il y a un travail sur le design, évidemment, des marques. Ça, c'est aussi lié au rajeunissement de la cible que font les marques. Mais aussi, on a une premiumisation des packs, tels que ce pack de la marque Lima que vous voyez, on est vraiment même dans l'hyperluxe avec des codes qui sont empruntés à la cosmétique. Et on va même encore aller plus loin en travaillant les sens moins immédiats que sont le toucher et l'ouïe, puisqu'on va travailler sur le bruit des ouvertures ou de la dissolution d'un comprimé effervescent dans un verre. On va travailler la prise en main et le côté sensoriel soft touch de certains packaging. Et on va même aller jusqu'à créer une expérience globale comme cette marque américaine Reset Anti-Stress qui vous renvoie vers une expérience sensorielle avec une petite musique de méditation au moment où vous prenez votre complément alimentaire anti-stress. Donc, en conclusion de tout cela, qu'est-ce qu'on observe? Qu'on est véritablement dans un mouvement qu'on appelle la transition nutraceutique, qui est majeur, qui font que tous les acteurs, food, pharma et même des produits de grande consommation, ils convergent vers cet univers de la nutraceutique au sens très très large et que les produits vont tantôt se présenter sous forme d'aliments, mais tantôt sous forme de compléments et que souvent on a du mal à faire la différence entre les deux parce qu'on est à un moment de maturité du marché nutraceutique qui font que les pure players historiques qui sont bien implantés vont être rejoints par des laboratoires pharmaceutiques qui sont très légitimes, bien évidemment, sur ce marché santé, mais également des groupes de food et de grande consommation. Vous avez quelques exemples juste en dessous, puisqu'il y a eu de nombreuses acquisitions ou lancements de marques ces dernières années par des multinationales telles que P&G, telles que Nestlé pour sa branche Health Science, Unilever et tout un tas d'autres. Donc vraiment, le marché va continuer de se consolider. Et on a également tous ces acteurs qui sont complétés par l'arrivée des fameuses DNVB, donc des marques beaucoup plus digitales, beaucoup plus lifestyle pour le coup, qui recrutent des nouveaux consommateurs en brouillant encore plus les frontières entre compléments et aliments. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux compléments alimentaires lorsqu'on fait de l'innovation dans le food? C'est qu'aujourd'hui, on le voit et ça se confirme depuis plusieurs décennies, le complément alimentaire est un véritable laboratoire d'innovation pour l'alimentation fonctionnelle de demain. Et donc, les aliments innovants de demain avec des fonctionnalités santé, probablement qu'ils vont s'inspirer de ce qui se fait aujourd'hui en termes de compléments alimentaires, soit en termes de promesses, soit en termes de cibles, soit en termes d'ingrédients stars. Tu veux prendre le mot de la fin? Oui, c'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Xavier et Grégory, de toutes ces informations. Alors, si je devais retenir, et vous allez me corriger si je me trompe, mais donc une alimentation plus joyeuse, plus fonctionnelle, du plaisir, encore du plaisir, puisque près de 64% des consommateurs le recherchent, des goûts et que les produits s'appuient sur cette dimension-là, des goûts intenses, puissants et parfois segmentants, une alimentation qui doit néanmoins rester accessible et par voie de conséquence moins de sophistication, une offre côté végétalisation, une offre plus réussie sur les côtés substituts, mais surtout une offre végétale qui se stabilise en jouant le végétal pour le végétal, des aliments à bénéfices fonctionnels avec des promesses équilibre et bien-être individualisés, portés par l'immunité, les protéines, le sportif, contre le stress, des aspects cognitifs et les moments de la vie, et une véritable convergence avec la nutraceutique, donc une dynamique de marché ultra porteuse de près de 3 milliards d'euros, donc 6%, si j'ai bien retenu, de dynamique de marché, 2 tiers des Français qui consomment des compléments alimentaires, une nutraceutique très éclatée dans des circuits de distribution omnicanal et avec de véritables convergences avec l'univers du food, aussi bien sur la dimension énergie, immunité,
santé mentale, digestion, avec la prise de conscience, j'imagine aussi, de l'importance du microbiote, les moments de la vie. Grégory, tu nous as parlé Femtech, bien vieillir, stress. Donc là aussi, c'est totalement convergent. Une bipolarisation vers le style de vie versus la santé, une foodification des compléments alimentaires et la sensorialisation de la nutraceutique pour créer une expérience à travers les 5 sens. C'est prometteur tout ça. Et ça me donne envie de dire qu'on va continuer de se donner des rendez-vous réguliers. En tout cas, c'est notre volonté. Jusqu'au Ciel Paris 2026, on vous donnera, toute l'équipe vous donnera des rendez-vous comme ça pour faire des petits points et donner des tendances. Voilà, est-ce que j'ai bien traduit, Anne-Claire, tout ce qu'on a vu? Anne-Claire, ton micro est coupé. Ah, est-ce que c'est bon? Oui. Vous m'entendez? Super. Merci Audrey, je disais que c'était un très beau récap et une belle conclusion. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez en savoir plus sur cette étude, notre baromètre de l'innovation alimentaire mondiale, et de vous la procurer au tarif de 950 €. Vous avez mes coordonnées juste ici. Et avant de passer à notre séance de questions-réponses, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans le chat. On souhaitait vous parler de New Food Data, vous présenter New Food Data, qui est du coup notre base de données qui recense toutes les innovations dans le monde et qui décrypte leur caractère innovant. Donc tous les produits que vous avez vus notamment ici en sont issus. Cette base de données, elle a été créée il y a une trentaine d'années et là, elle fait totalement peau neuve. Donc, elle a été totalement revue avec l'idée, c'est d'offrir du coup aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités, un nouveau design et aussi des nouvelles possibilités d'abonnement parce que jusqu'ici, on pouvait utiliser la base de données sous format de contrat annuel et prochainement, il sera possible du coup d'acheter des packs de crédit afin d'utiliser cette base de données et de rechercher les innovations sur ces catégories d'Internet de manière beaucoup plus ponctuelle pour voilà, quand il y a des besoins identifiés et non au long cours. Donc, on sera ravis de vous en faire une démo. Cette base de données, elle sort très prochainement. Et d'ici, n'hésitez pas à nous contacter pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et qu'on vous en dise plus. Merci à tous. Ceux qui le souhaitent et qui ont encore un petit peu de temps, on peut passer à une séance de questions-réponses. Et du coup, je propose de lire toutes les questions. Alors, avant de lire les questions, Anne-Claire, est-ce que je peux juste… voilà, nous sommes tous réunis et nous avons appris cette semaine, comme vous le savez, la disparition de Stéphane Brunery. Je voudrais juste voilà, vous associer à nous en hommage à lui. Il nous a quittés bien trop tôt. Il avait fondé Street Food, qui était un média incontournable de la filière. Stéphane a été un partenaire inspirant du CIAL. Il a été à nos côtés dans les conférences de presse, en tant que membre du jury. Il a récemment même animé un des sommets pendant Ciel Paris 2024 avec Diane Leroy, qui a été la collaboratrice de Xavier et était sa complice dans l'aventure Food Paradoxa. Donc, on pense à elle aussi et je pense que c'était la semaine quand même et comme on est tous réunis pour voilà, penser à lui. Je te relaisse la parole. Loin de moi de l'idée mais on est tous ensemble. Voilà. Ouais. Merci pour cet hommage, Audrey. Alors, je me connecte, je lis les questions. Alors déjà, vous pourrez bien sûr avoir cette présentation, le replay et la présentation seront disponibles sur le site de Protéines XTC. On vous enverra toutes les informations par mail. Alors, première question, la tendance naturalité est propre aux substituts à base de végétaux, car vous indiquez qu'en général, cette tendance est en baisse. Plutôt une question pour Xavier. Pardon, je n'ai pas compris la question. Je te relis la question. La tendance naturalité est-elle propre aux substituts à base de végétaux? Est-ce que quand nous, on parle de naturel, notre tendance naturalité est-elle équivalente à substituts végétaux?
Non, la naturalité, c'est les signes de naturalité. Par exemple, le label bio est un signe de naturalité. La moindre transformation est un signe de naturalité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le végétal est un symbole de naturalité également. Un élément que le consommateur comprend bien et qui a l'intérêt d'être à la fois naturel et à la fois fonctionnel, des fibres, des vitamines, etc. Donc, le végétal entre bien la tendance, ce que j'appelle tendance naturalité, mais c'est pas le seul levier justement pour promettre la naturalité. Il y en a d'autres. Voilà. Et en revanche, quand on parle d'une baisse de cette tendance naturalité, en revanche, elle est quand même très gonflée par les substituts végétaux. En effet. Autre question, avez-vous des métriques volume de vente ou potentiel de ces segments en valeur afin de mettre des chiffres face à ces belles tendances, cela afin d'estimer l'évolution des besoins en ingrédients pour le marché France ou Europe? On comprend bien le besoin, mais pour avoir des volumes de vente il faut s'adresser à des panélistes dont c'est le métier et d'essayer de choisir les bons critères si les panélistes sont capables de vous donner des éléments sur ce type de critères. Dans certains cas, c'est possible, dans certains cas, malheureusement, ça ne l'est pas. Mais nous, on ne suit pas évidemment on regarde si les produits existent encore, on suit les naissances des produits, toutes les innovations, on essaie de voir si elles existent encore, on fait l'exercice assez régulièrement, ce qui nous amène à dire un chiffre qui circule souvent, hein, qu'un nouveau produit sur deux ne passe pas l'année, hein, c'est un sport à risque d'innover, hein, donc oui, il y a du dégât. Mais effectivement, l'associer à des critères des critères marketing ou des critères de positionnement, ça, il faut cumuler nos informations avec celles d'un panéliste. Peut-être une autre question un peu plus scientifique. Quelles allégations sont validées EFSA parmi les bénéfices fonctionnels? Je peux répondre rapidement. En théorie, tous les produits qu'on a présentés, qu'ils soient aliments ou compléments alimentaires, respectent la réglementation des allégations. Mais là, a priori, on n'a évidemment pas audité tous les produits, tous les packaging pour savoir si c'était juste ou pas. Mais ils utilisent essentiellement des allégations nutritionnelles ou des allégations de santé génériques. Là, on n'a pas présenté des produits qui avaient déposé des dossiers EFSA spécifiques pour eux. Oui, et puis les exemples qu'on a montrés dans cette présentation sont là pour la quasi-totalité, sont des exemples français avec une législation particulière européenne en l'occurrence. La législation est complètement différente. Ce qu'on peut dire au Japon, en Chine, aux États-Unis n'a rien à voir avec ce qui peut être possible en France. Merci. Je continue, hein, il y a pas mal de questions. Auriez-vous des chiffres hors France sur les compléments alimentaires, Grégory? Oui, bien sûr, alors on n'a pas le temps de tout présenter ici, mais pour donner des grands ordres de grandeur, le marché européen, c'est 30-35 milliards et le marché mondial, c'est 200 milliards qui va très rapidement aller chercher 300 milliards d'ici 2030. Donc on est là aussi sur des tailles de marché très, très matures. Quelles sont les populations spécifiques, donc on parlait des seniors, enfants, sportifs, etc., qui sont les plus ciblées par les nouveaux produits revendiquant les bénéfices fonctionnels qu'on a mentionnés? Ce sont des marchés émergents. Enfin, on est sur une tendance, donc le volume est progressif, si j'ose dire. Aujourd'hui, le basique reste l'enfant, le senior. Et de plus en plus la femme, c'est de plus en plus dynamique. Je ne sais pas si ça se traduit sur un complément alimentaire de la même façon. Oui, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent. En fait, c'est toutes les populations qui ont des problématiques nutritionnelles spécifiques ou des problématiques de santé bien-être qui leur sont propres, liées à la croissance, liées à certains moments de la vie ou à certains moments de pratiques sportives ou d'hygiène de vie. Question pour Xavier. Quelle place pour la fermentation dans l'innovation végétale? C'est vrai qu'on n'en a pas reparlé là, même si on en parle quand même au quotidien en termes de tendance d'innovation. Je continue la question. Dynamique du marché des boissons fermentées versus aliments fermentés, exemple tempeh.
Quelle place? Une place importante, parce que la fermentation a de multiples, entre guillemets, avantages. Un process millénaire s'il en est. La Corée a dit avoir la meilleure alimentation du monde parce qu'ils disent avoir inventé la fermentation. La fermentation apporte à la fois le ferment apporte des bénéfices santé que je décline pas, on les connaît tous. Et également, on a insisté tout à l'heure, j'ai insisté tout à l'heure sur ces goûts puissants et ces goûts forts. Les produits fermentés, justement, apportent ce goût parfois un peu segmentant. On peut ne pas aimer le kéfir, on peut ne pas aimer le kombucha, par exemple, pour ce qui est des boissons. On peut ne pas aimer le kimchi, plat coréen, par exemple, de légumes fermentés. Mais ce sont des goûts assez puissants et qui, de par ce process, apportent des bénéfices santé indéniables. Donc oui, il y a une place importante pour la fermentation. Je crois que ces marchés nouveaux, enfin pas si nouveaux que ça, mais en tout cas au niveau européen, le kéfir de fruits, par exemple, ou les kombuchas, sont en train de s'installer et durablement, je pense. Bien. Peut-être encore une question pour Xavier, après j'en vois d'autres pour Grégory, mais on a peut-être reprécisé effectivement notre étude, le baromètre mondial de l'innovation, les tendances sont-elles partagées au niveau worldwide, donc monde ou France? Oui, là, on a fait un focus sur la France parce que vous êtes très nombreux et particulièrement en France. Le baromètre New Food Data explore et recherche toutes les innovations partout dans le monde. Donc, on analyse évidemment les tendances au niveau mondial, mais pour avoir une moyenne, mais selon les continents, selon les pays et selon les catégories. Donc, en croisant tout ça, on a des éléments spécifiques. Et individualisé géographiquement. Je passe peut-être un peu plus la main à Grégory. Alors, la beauté nutri-cosmétique dans l'alimentation fonctionnelle, point d'interrogation. Elle n'apparaît plus ou plus moins versus les compléments alimentaires. Alors, je pense justement que la question est pour Xavier, parce que j'en ai parlé comme un axe d'innovation majeur dans les compléments alimentaires et on l'a moins évoqué côté alimentation. La beauté food, ouais. la cosméto-food, comme on... Cosmétique, ouais. Oui, on a eu des initiatives par le passé. Les plus anciens d'entre nous se souviennent de l'échec retentissant des 106 de Danone qui nourrissait la peau de l'intérieur. Bon, Danone avait oublié de dire que son yaourt était bon, hein, donc ça a été un énorme lancement accompagné d'une campagne publicitaire très très importante et ça a été un échec notoire, c'était dans les années 2000. Il y a eu des initiatives, notamment avec différents ingrédients qui étaient empruntés à la cosmétique, le coenzyme Q10, voilà, ce genre de choses, évidemment le collagène. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que cette promesse beauté, elle est induite, c'est-à-dire le collagène, on peut parler de l'ingrédient collagène, on associera peut-être à la fonction beauté, mais on ne le dira pas. On ne le dira peut-être pas encore en alimentaire, ou alors de manière très ponctuelle sur certains produits, mais je pense que là, pour le coup, c'est l'ingrédient qui va donner la notion de beauté, de fonction beauté au produit. Comme aujourd'hui, un jus de carotte, on sait qu'un jus de carotte, c'est bon pour la bonne mine. Bah là, c'est un peu la même chose. Le collagène, on sait que c'est bon. C'est bon aussi pour les articulations, c'est bon pour la beauté, mais on le prendra en tant que tel. Mais aujourd'hui, les promesses ne sont pas clairement affichées, comme c'était le cas il y a une dizaine d'années, parce que ça a été le cas de nombreux produits qui ont été des échecs en France, mais aussi beaucoup en Europe de l'Est, par exemple, où on a vu beaucoup de produits avec du collagène arriver dans ces pays qui n'existent plus aujourd'hui. Alors, je rebondis sur ce collagène parce que c'est un bon point et c'est un des exemples que je voulais citer comme possible transfert d'innovation du marché de la nutraceutique vers l'aliment fonctionnel. On a vu quelques débuts d'initiatives, mais en réalité, c'était plutôt des bars qui d'ailleurs ont un positionnement plutôt d'extension de gamme de compléments alimentaires. Le collagène, c'est un des ingrédients stars aujourd'hui dans le monde entier, mais aussi en France, dans le monde des compléments alimentaires, pour les deux usages qu'on évoquait, hein, mobilité articulaire et beauté de la peau. Et ça pourrait être le moment où le marché de la nutri-cosmétique étant enfin arrivé à maturité, on pourrait voir arriver le collagène dans des produits beaucoup plus mass market, dans des produits alimentaires. Et demain, on peut imaginer d'avoir effectivement des aliments type boisson
fonctionnels à base de collagène, peut-être des yaourts ou des compotes au collagène. Voilà, on peut imaginer qu'il y aura des produits beaucoup plus grand public à base de cet ingrédient qui, en effet, commence à être très, très popularisé grâce au secteur des compléments alimentaires. Encore une question. Les compléments et les nutraceutiques coûtent cher, mais trouvent visiblement leur marché. N'est-ce pas contradictoire avec la première partie donc, que présentait Xavier, qui met en avant le besoin d'aliments à bénéfice fonctionnel moins cher si on veut qu'ils soient vendus? Oui. Bah, je pense que ça illustre ce qu'on observe en permanence dans les tendances alimentaires et en nutrition, c'est les contradictions du consommateur et il y a différentes réalités. Déjà, il y a différents consommateurs, mais chez un même consommateur, il y a différents moments de consommation. Et on peut très bien avoir besoin de faire des économies pour des questions de pouvoir d'achat, de tension inflationniste sur son panier d'aliments du quotidien et acheter en effet des produits qui sont moins premium. Et en même temps, de l'autre côté, avoir envie de prendre soin de sa santé, de prendre soin de sa beauté et d'investir dans des produits qui, en effet, vont coûter un peu plus cher parce que des compléments alimentaires, ça va coûter 15, 20 ou 30 euros. Donc, c'est pas antinomique. Ça répond à des logiques différentes, mais ça répond à des moments et à des besoins de consommation qui sont différents. Et il y a de la place pour les deux sur le marché. Oui, et puis je crois que le consommateur, il arbitre selon les cas. Il peut faire très très attention sur l'alimentation du quotidien, mais en prenant son café, il choisira un espresso et la tasse de café vaut 40 centimes d'euros, c'est hors de prix. Donc il y a des arbitrages qui sont faits selon le produit, selon le moment de consommation. Et puis je crois que le consommateur raisonne aujourd'hui en termes de ce que j'appelle moi de bénéfice-prix. J'achète un produit pour son bénéfice et parfois, effectivement, bah, il y a des bénéfices que l'on propose aux consommateurs qui ne valent pas forcément le prix du produit qui est affiché. En revanche, quand on achète un complément alimentaire, c'est peut-être avant tout pour sa fonction. Et là, dans ce cas-là, on a un besoin, on est peut-être capable de mettre le prix. Super. Audrey, une question pour toi. Le ciel va-t-il développer un Voilà, ça a coupé en partie. Le ciel va-t-il développer un pôle? pôle complément alimentaire? Alors, face à l'ampleur du marché, ça pourrait le devenir. Aujourd'hui, ça existe bien hein, au sein de Ciel Paris, dans le secteur qu'on appelle alternative, donc qui rassemble plusieurs tendances dans le hall 7, au fond du hall 7. Maintenant, on va évidemment, toute cette tendance nutraceutique va évidemment être aussi au sein des talks et des échanges que nous aurons en 2026. On verra pour le secteur à part entière voilà, dans les années futures, qui sait. Merci Audrey. Peut-être encore une ou deux questions et on s'arrêtera là. Pensez-vous que la démédicalisation des compléments alimentaires présente un risque de surdosage? Là, je vais faire une réponse de Normand, oui et non. C'est toujours le risque, par exemple, avec des formes telles que les gummies, qui sont des formes qui ressemblent à des petits bonbons dont on pourrait être tenté de consommer toute la journée. Après, ça reste un mésusage. Il y a des posologies, il y a des conseils d'utilisation qui sont clairement écrits sur les produits. Donc, les gens qui achètent ces produits-là, ils savent quand même que c'est pas des bonbons, qu'il y a des actifs à l'intérieur. Et donc, ils se doutent bien qu'il faut respecter le conseil d'utilisation pour en tirer le meilleur profit. Donc, des problèmes de surdosage, on peut en avoir sur à peu près toutes les galéniques. Faut juste, ça reste des comportements marginaux et heureusement anecdotiques. Super. Allez, une dernière question sur les insectes. L'industrie de l'insecte alimentaire continue de faire du bruit. De nouvelles autorisations de mise sur le marché en parallèle de difficultés économiques, mais sans pour autant être visible sur les marchés. Avez-vous des projections sur ces filières? Aujourd'hui, on en parle depuis très très longtemps des insectes dans l'alimentation. On a cru que c'était la protéine qui allait révolutionner les marchés. C'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, et c'est très culturel. En tout cas, je vais
parlons sur le marché français, aujourd'hui, nos protéines, on est capable de les trouver naturellement et avec plaisir dans, par exemple, les légumineuses, hein, les lentilles du Puy, les mogettes de Vendée, les haricots tarbais, bon, tout ça, c'est plein de protéines et c'est très bon, et c'est végétal en plus. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin des insectes pour l'alimentation humaine. Ce qui existe aujourd'hui reste quand même relativement marginal. Moi, je ne crois pas objectivement, et je sais que certains ne sont pas d'accord forcément avec moi, mais au développement de ce marché-là. Encore une fois, ça reste très, très, très culturel. En revanche, je peux y croire pour l'alimentation animale. On peut imaginer qu'une truite qui, à l'état sauvage, se nourrit à 60% d'insectes, bah, peut-être que c'est mieux de lui donner de la farine d'insecte que de la farine de truite à la truite. Donc là, je pense que pour l'alimentation animale, il y a un très fort potentiel. Pour l'alimentation humaine, je suis très réservé. Bon, allez, et une dernière petite question sur le collagène. La pharma a-t-elle des preuves des effets? Des allégations seront-elles possibles? Alors, sur le volet allégation, aujourd'hui, il n'y a pas d'allégation autorisée d'un point de vue réglementaire. En revanche, des études, oui, il y en a de nombreuses qui sont réalisées essentiellement par les fournisseurs d'ingrédients. Donc, il y a quelques gros faiseurs du marché du collagène qui ont objectivé le collagène, y compris avec des études cliniques chez l'homme, hein, sur les deux principales applications que sont les articulations et la peau. Super. Écoutez, on touche à la fin de ce webinaire. Merci encore pour votre écoute et pour toutes vos questions. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter si vous souhaitez aller plus loin sur certains sujets. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci à tous, très bonne journée.